Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Pia Stalder, Nanga Désiré Coulibaly et Christian Agbobli, L'humour comme scène de jeu et enjeux sociaux. Perspectives internationales et interdisciplinaires, 2022. Michel Caudry, avec la collaboration de Dolores Lina Torres, Il faut réparer notre médecine, 2022. Mathieu Bortolin, La contestation domestiquée et son deuil. La révolte des Gilets jaunes. 2022. Nicole Perruy-Séfache, Vivre au XXIe siècle, 2022. Jean-François Kuntgen, Management et connaissance de soi, 2022. François Charpentier, Ces histoires qui ont tué le PS. De la MNEF au CREF, 2022. Hervé de Truchy, La pratique de la démocratie, nouveau défi. Oser la confiance, 2022. Sabine Ndzengue-Amoa, Santé pour tous et problématique des brevets sur les médicaments, 2022. Jocelyne Kiss, Geoffrey Jeanne Edwards, Thierry Belguic, Penser la vulnérabilité, Penser la situation de handicap, 2022. Rafik Hemzizou, L'islamophobie intellectuelle, une critique, 2022. Yvon Quignou et Nikos Foufas, La possibilité du communisme, 2022. Jean-Paul Sauzet, Le voile qui dévoile. La radicalité du capitalisme, 2022. DEDICACE et remerciements. Pour mes 20 ans de sacerdoce et pour exprimer ma reconnaissance à Dieu, à l'Église, à mes parents et aux diverses personnes qui m'ont soutenu, il m'est venu en idée, en tenant compte du contexte du moment, de réfléchir sur le contrôle social sécularisé et de plus en plus déshumanisé. Merci aux messieurs Dr John Kosikuma Nordjo et Mathieu Djabaré qui ont lu mon manuscrit. Merci aux petites sœurs de la Sainte Famille, PSSF, et aux religieux de Don Calabria de Negrar, Verona, Italie, qui m'ont donné un cadre de réflexion. Un merci sincère à l'éditeur L'Harmattan, qui s'est chargé de la publication de cet ouvrage. Aux lecteurs et éventuels de ce livre, nous disons merci. Avant-propos. Cet ouvrage est parti de l'observation de la société perturbée dans ces conditions déjà difficiles, par l'avènement du virus de la Covid-19. Nous avons observé notre société contemporaine depuis un certain temps. Nous nous sommes rendus compte avec beaucoup d'amertume qu'elle va mal. Elle va mal non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais c'est l'orientation que les dirigeants lui donnent. L'avènement de la Covid-19 a rendu la situation plus compliquée, les difficultés plus évidentes pour tous et surtout aux politiques au pouvoir qui devraient la gérer. S'il y a quelques années le terrorisme reste le prétexte primordial de contrôle social, à l'heure actuelle, c'est la Covid-19. Une situation pareille de notre société ne peut pas nous laisser indifférents. L'idée nous est venue de clarifier la situation et de voir comment on peut l'améliorer pour le bien de tous. Le bien commun étant affecté, il fallait nécessairement faire quelque chose. Or, faire quelque chose sous-entend qu'on a bien discerné le problème avant de chercher des solutions idoines. Bref, un débat public mal géré qui poussait certaines personnes à prendre le dernier recours que leur offre la démocratie, les manifs. C'est dans ce contexte-là que l'idée nous est venue de participer au débat par une réflexion qui devrait fonder le discours sur le contrôle social et ses déviances. Cette démarche nous a permis de découvrir que toute notre vie est gérée sciemment ou non par des contrôles. Dans presque tous les domaines, le contrôle se fait consciemment ou non. Si le contrôle est tout naturel et semble être accepté, pourquoi l'imposer au moment de Covid-19 a posé problème? C'est à cette question que nous essayons de répondre. La problématique essentielle concerne le contrôle social avec ses multiples facettes et ses déviances. On note des formes naturelles au processus de déviance imposées par des situations sociales particulières,
les élans politiques et le désir naturel de l'homme de dominer ses semblables pour conjurer une sorte de quiétude même si elle est à l'origine des tendances meurtrières des libertés fondamentales. On y découvre aussi l'indexation des institutions du contrôle qui s'affichent par leur performance au service des programmes diversifiés. Nous avons essayé de faire un travail documenté avec divers corpus pour montrer que l'approche adoptée est sous-entendu un dialogue interdisciplinaire, inclusif, voire une démarche de civilisation de la société moderne sécularisée qui récuse Dieu et voit l'humanité s'effondre faute de contrôleurs sérieux et honnêtes. À la place de ce que certains théologiens appellent l'inculturation ou l'adaptation de la foi à la culture postmoderne, nous avons préféré user plutôt de la civilisation en nous fondant sur son sens étymologique. Une façon pour nous d'appeler au recours des valeurs humaines et sociales indéniables, qui fondent le vivre ensemble. Appeler les hommes de science de tous bords et des politiques, surtout ceux qui tiennent le gouvernail des cités, des pays, des nations et des organismes internationaux, croyants ou non, à faire des choix raisonnés et essentiels pour garantir l'essence du genre humain. Des choix qui prennent en compte le droit naturel, le pré-politique et non des choix passionnés, égoïstes, électoralistes et dangereux pour l'être ensemble. Pour mieux cerner la question du contrôle social en ce moment de coronavirus 19, nous avons choisi une approche d'analyse sociale atypique qui permet de créer 3 lieux de réflexion qui ne sont pas nécessairement liés l'un à l'autre dans le développement de notre travail. C'est ce qui peut expliquer les répétitions de certaines citations, pour confirmer ou infirmer une argumentation dans les 3 lieux. La crise sociale actuelle ne doit pas tolérer l'indifférence des observateurs et de tous ceux qui souhaitent le changement. De notre part, nous avons essayé d'apporter notre analyse de la situation en 3 sections que nous avons nommées lieux. Le premier lieu de réflexion consiste à déblayer la voie pour l'adaptation du thème à travers ses définitions, ses enjeux et défis sur un terrain délicat qu'est la société formée par des personnes humaines. Dans notre effort de définir le contrôle social, nous avons cerné 2 assertions que nous avons désignées par thèse. Le deuxième lieu de réflexion créé a consisté à définir les institutions qui sont chargées de contrôle social, une sorte d'état de lieu des organismes chargés de contrôle. Si jadis on pouvait compter les institutions chargées de contrôle social, aujourd'hui la technoscience numérisée a libéralisé et diversifié le secteur. Nous avons également abordé la Covid-19 comme un contrôleur des limites humaines. Le troisième lieu, plus théologique et éthique, a cherché à faire recours à la sagesse biblique et à la tradition de l'Église pour comprendre l'être humain et ses limites, a proposé une corrélation à la fois intelligible et pastorale par la médiation de la civilisation. L'objectif visé est d'aider le sujet croyant à s'approprier et à mettre en œuvre les ressources de sa raison et de sa foi, pour une contribution adéquate à la société en construction. Cet exercice a permis de revisiter l'anthropologie biblique et de découvrir qu'il n'y a que la vérité qui fait grandir, il n'y a qu'elle qui rend libre, JN 8, 33. Introduction générale. L'avenir social fait peur et inquiète plus d'un. Le constat est foudroyant et sans ambages. Nous assistons à une évolution de la société vers un contrôle collectif et individuel inédit de plus en plus tangible et prégnant. Tout alibi sécuritaire vient presser le peuple au contrôle. On n'a même pas le temps de vérifier s'il est de bonne foi. S'il y a quelques années le terrorisme reste le prétexte primordial de contrôle social, à l'heure actuelle, c'est la Covid-19. À en croire le média français LCI, un lourd bilan humain, une explosion des déficits publics, des divisions majeures au sein de la société. Pas besoin de réfléchir longtemps pour lister les conséquences négatives de l'épidémie de Covid-19. Cette situation sanitaire inédite, très politisée, oblige les dirigeants à imposer des mesures drastiques de contrôle social. Même si le contrôle rassure le contrôleur, c'est-à-dire le gouverneur, l'homme du pouvoir, le dirigeant, il l'est moins pour le contrôlé, c'est-à-dire le gouverné, le citoyen, l'assujetti. Puisque le contrôle fait la bonne affaire du dirigeant, nous proposons plutôt de focaliser notre attention sur l'attitude de celui qui se sent lésé et affligé de la situation, le peuple. En effet, il est admis par plus d'un des observateurs de la société que la meilleure garantie de sécurité sociale trouve sa pierre angulaire dans la prise au sérieux des causes non seulement des vulnérables, mais aussi de tous ceux qui sont atteints dans leurs droits. Un effort vers la réalisation de la justice sociale,
servirait de soubassement sûr pour une sécurité collective. Malheureusement, même dans les vrais régimes démocratiques, le constat reste amer. Une minorité s'autorise tout face à une majorité qui ploie sous le fardeau, afin de s'octroyer les droits les plus élémentaires. Une population malmenée ici et là, au gré d'une poignée de personnes qui tient le gouvernail politique. Ceux qui prétendent la défendre une fois élus, sont à la solde de cette minorité qu'ils combattaient avec acharnement dans leurs discours. Sont-ils vraiment sérieux et honnêtes ? Cette duplicité du politique éveille désormais, de la manière la plus vertigineuse voire véhémente, une méfiance de la part du peuple. Ce désaveu du politique renforce, chez les personnes surveillées, les citoyens, l'idée selon laquelle le contrôle est un fait incontestable socialement, mais n'inspire pas confiance car les motivations de ceux qui tiennent son levier ne sont pas souvent claires. Or, ce qui paraît obscur suscite le doute et la peur. Pour d'autres, le contrôle touche aussi au tréfonds de la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser, au libre arbitre et à ses barrières fondamentales. Pour cette raison, des citoyens hésitent à l'accepter. Et pourtant, comment vivre ensemble si chacun devait penser, décider uniquement pour lui seul sans tenir compte des autres, sans être tolérant ? Mais y a-t-il un contrôle à bon escient qui n'affecte pas vraiment l'être humain dans sa personne ? Peut-on s'opposer vraiment à un contrôle de bon augure en matière de sécurité et de quiétude pour tous ? De bonnes conditions sécuritaires ne relèveraient-elles pas de la responsabilité collective, d'une communication adéquate et de procédures idoines ? Que faire pour éviter un tel conflit chargé de colère, de frustration, de dégoût, d'agressivité et de violence entre les dirigeants et leurs dirigés ? Autant d'interrogations qui nécessitent une concertation et un grand débat inclusif. Mais face à l'insécurité, une question d'urgence, de priorité et de nécessité demeure. Un contexte qui est susceptible d'éprouver et de juger la perspicacité et l'habileté d'un politique averti, et qui est consciencieux du bien commun. Car la haute responsabilité de garantir la sécurité pour tous sans faire le jeu d'intérêts partisans, lui revient. Dommage. Aujourd'hui, ces hommes et femmes politiques sont rares pour avoir malencontreusement perdu la référence à leur fort intérieur et à une hégémonie transcendante. Comme l'a si bien fait remarquer le pasteur Ypsilon d'une église évangélique pendant une de ses prédications, les autorités veulent avoir la main mise sur tout le monde mais à leur tour, refusent de se soumettre soit au verdict populaire en référence aux démocraties bananières soit à celui du guide suprême, Dieu. Assurément, le contexte qui s'y prête non seulement est socialement tendu, politiquement dégoûtant, économiquement décevant, mais se complique davantage avec la gestion de la lutte contre Covid-19 et l'apparition des variants. Rendre le vaccin anti-Covid-19 obligatoire et le conditionner à l'accès à certains lieux publics de première nécessité affecte les libertés. Ce désir, quoique légitime, fait sauter de nombreuses fondations en matière de protection des libertés sans savoir ce que le temps nous dira sur ces nouveaux vaccins ultra-modernes. D'où l'inquiétude d'une partie de la population qui grogne, râle et organise, dans certains pays, des manifestations anti-pass sanitaires comme par exemple en France et en Italie contre le Green Pass. L'Afrique, le continent le moins touché par la pandémie de Covid-19, a bénéficié aux premières heures du vaccin AstraZeneca, comme pour démentir ce proverbe africain qui dit qu'on éteint le feu là où il brûle. Et plus tard dans les médias on apprenait que ce vaccin AstraZeneca-là n'est pas homologué par l'Union européenne. Par conséquent, les bénéficiaires de ce vaccin ne pouvaient pas accéder à l'espace des 27 pays européens. Cette manière de faire interroge sur la probité de la démarche et va amener à des manifestations de la population, mais force est de constater que la démocratie et ses principes de base échappent encore à un grand nombre de pays africains. Seul au Ghana, on avait noté des manifestations pour demander la réouverture des frontières Togo-Ghana. La gestion de l'insécurité sanitaire créée par le coronavirus divise même au sein la communauté des scientifiques. On distingue des partisans et des opposants. Les uns appellent à la confiance en la toute-puissance de l'action scientifique immédiate, les autres souhaitent avoir plus de temps d'observation et d'études systémiques qui favorisent une bonne maîtrise de la Covid-19 et ses éventualités subséquentes. Ce désaccord entre les hommes de science nous a tout de suite référé à la sentence phare de Rabelais aux hommes des laboratoires de recherche en l'adaptant ainsi.
une gestion de pandémie sans conscience n'est que ruine des humains. Trouver une solution tous azimuts à cette situation sociale originale et non connue demande sa bonne compréhension. C'est ce qui nous amène à proposer le déploiement d'une approche qui permet de discerner, de clarifier et de comprendre cette nouvelle crise sociale. Après avoir eu une idée claire du contexte social du moment, qu'on pourrait envisager maintenant une contribution au débat. Pour ce faire, il nous vient à l'esprit en tout premier lieu, de nous interroger sur l'historicité et la permanence du contrôle social. Cette partie prendra en compte l'invention de l'Internet, du numérique et de leurs applications collatérales, divers médias, qui consciemment ou non, sont des instigateurs d'une société excessivement contrôlée. Ces outils supra- ou post-modernes de communication facilitent tellement les affaires que beaucoup ignorent qu'ils sont, ou peuvent être contrôlés. Mais les avertis ne cessent d'attirer l'attention des analphabètes du dit domaine, et de dénoncer l'usage malsain de ces outils de la part des hommes du pouvoir contre leurs adversaires politiques. À la recherche d'une compréhension de ce que notre société traverse en matière de contrôle, et avant de présenter quelques réflexions d'éthique chrétienne, nous proposons de consacrer un deuxième lieu de réflexion sur les différentes institutions chargées du contrôle social. Nous aborderons également dans ce même lieu la pandémie de Covid-19, comme un contrôle de recadrage des pratiques et des certitudes humaines. Enfin, en un troisième lieu de notre démarche, nous ambitionnons aborder l'aspect éthico-théologique de la problématique du contrôle social. L'enjeu souhaité ici est d'aider le sujet éthique et croyant à s'approprier et à mettre en œuvre les ressources de sa raison et de sa foi, pour apporter sa pierre à l'édifice social qui se cherche et se construit. Or, pour le chrétien, il n'y a que la vérité qui fait grandir, il n'y a qu'elle qui rend libre, JN 8:33. Si la vérité rend libre, la liberté à son tour amène à jouir pleinement de sa responsabilité morale en mettant en œuvre l'adéquation entre la pensée juste et l'action bonne. La conviction sous-jacente en est que l'Évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle, pour la vie personnelle et la sphère privée, mais aussi pour l'organisation des structures de la société. En premier lieu, le contrôle social, son historicité et sa permanence. Dans ce premier lieu de notre démarche pour mieux cerner les soubresauts du contrôle social, nous proposons de définir le concept afin de bien orienter notre réflexion. Dans la conceptualisation du contrôle social, nous distinguons un substantif, contrôle, qui s'est adjoint un adjectif, social. Les deux mots forment un syntagme qui non seulement s'accorde en genre et en nombre, unité syntaxique, mais caractérise la notion que stipule, le contrôle, unité sémantique. Cet adjectif détermine le champ ou le lieu d'opération que va désigner l'abstraction de contrôle. Il circonscrit le domaine précis laissant soupçonner l'existence de plusieurs formes de contrôle. Ici donc, la notion ou l'entité désignée se réalise en milieu de vie humaine, dans un corps appelé la société, une communauté de vie formée avec des personnes qui jouissent toutes de la même dignité ontologique et humaine. Elles méritent du respect. Il s'agit donc d'une question sérieuse, d'un vivre ensemble humain impliquant les conditions qui le favorisent. Les acteurs sont des personnes douées de leurs principes éthiques ou moraux que sont la liberté, la responsabilité, la conscience. Le mécanisme qui pointe à l'horizon va exiger la prise de conscience de la délicatesse de ce qui va être fait. Ce n'est donc pas une question banale. Cette exigence absolue imposée par le milieu suggère de mieux cerner ce qu'on entend par contrôle. Définition de contrôle. Qu'est-ce que le contrôle ? Avant de répondre à cette question, il convient de préciser notre perspective. Notre objectif n'est pas de faire une étude épistémologique détaillée du substantif contrôle. Nous voulons tout simplement déblayer le chemin pour mieux cerner les contours de la problématique qui fait l'objet de notre réflexion. Le mot contrôle est dérivé du verbe contrôler, à qui on peut attribuer plusieurs significations concomitantes. Au sens propre, contrôle, contraction de contre-rôle, désigne un registre tenu en double à fin de vérification, d'où le sens figuré de surveillance. Notre compréhension de ce mot contrôle, suite à un recueil de données et de nos lectures, repère deux assertions que nous appelons ici thèses. La première thèse, thèse I, nous réfère à l'idée de vérification et la deuxième thèse, thèse 2, à l'idée de domination. Examinons-les. Thèse 1, la thèse de l'idée de vérification. Dans cette première thèse,
Le contrôle est une action de vérification poursuivant des objectifs précis que nous énumérons comme suit. Vérifier quelque chose afin d'examiner si les conditions demandées sont remplies ou requises. Vérifier le caractère légal et régulier de quelque chose. Vérifier l'exactitude de quelque chose. Vérifier si quelque chose a été accompli, un devoir fait. Soumettre à un examen minutieux. Surveiller une personne. En observation, cette compréhension du mot contrôle se rapporte aux personnes, aux choses et aux événements, qui respectent des principes présupposés et préétablis comme par exemple des normes à respecter, à suivre, des conditions à remplir, des documents à fournir. Ces règles sont connues ou supposées être connues par les deux parties prenantes de l'exercice de contrôle. Le contrôle a donc ses codes et ses normes. Il est géré par une déontologie, voire une éthique. Le non-respect de ces conditions exigées et connues auparavant crée une irrégularité, une inadéquation qui peut créer un désordre, une action mauvaise et bien au-delà une insécurité, faisant entorse alors à l'harmonie du vivre ensemble. Ces données ont pu s'appuyer sur des paradigmes et des imaginations, qui ont servi de référence. En conclusion, dans cette première thèse on peut dire que le contrôle n'est pas improvisé. Il s'impose en termes d'administration. Tout un organigramme est prévu avec tous les éléments nécessaires en personne et en instrument. Le jeu est bien établi et tout le monde donne son accord de principe. Les structures nécessaires sont créées et font bon office pour le bien de tous. L'évidence du contrôle ne frustre pas. Il favorise une bonne entente sociale. Qu'observe-t-on dans la thèse 2 ? Thèse 2, la thèse de l'idée de domination. Dans cette deuxième thèse, le contrôle est une action de domination et de maîtrise. L'idée de domination et de maîtrise est elliptique, allusive, ne dit pas tout. Qu'est-ce qu'il faut dominer ? Que faut-il dominer ou maîtriser ? Maîtriser quoi ? Maîtriser qui ? Et pour quelles raisons ? Contrairement à la thèse I qui détermine des lignes précises, ici la thèse 2 laisse deviner une panoplie de pensées et de choses qui lui sont associées ou non. Cette ouverture à la liberté d'imaginer ce que l'on sous-entend peut faire glisser vers la subjectivité au lieu de l'objectivité. Autrement dit, le sentiment peut surplomber le sursaut de réflexion intelligible et cohérente faussant la logique qui guide la relation à autrui. Le verbe dominer a une signification plurielle. Il signifie par exemple ordonner, arranger, enjoindre, imposer, exiger, prescrire, obliger, et dépend aussi d'un état psychologique antérieur comme une réaction à la peur ou à l'angoisse. On est sous menace. On n'est pas en sécurité. Étant sous pression, l'idée d'avoir le contrôle de prendre le contrôle sur, vient tout naturellement pour vérifier ou surveiller une ou plusieurs données relatives à une personne ou groupe de personnes, y compris soi-même, à une chose ou ensemble de choses, objets, phénomènes, de façon à connaître et ou maîtriser cette personne ou groupe de personnes ou cette chose, ensemble de choses. De cette façon-là, on croit réduire l'incertitude qui taraude les cœurs et surtout ce qui constitue pour l'heure, pour soi, pour le peuple ou pour l'institution le danger. L'ex-président français, François Hollande disait au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, « Nous sommes en guerre contre le terrorisme ». Et le gouvernement Valls III de renchérir. La détermination de la France qui est attaquée pour ce qu'elle est, pour ses valeurs, ne doit pas faiblir. Un leitmotiv répétitif des gouvernements successifs français jusqu'à l'actuel gouvernement. Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique, rappelle Gérald Darmanin, sans toutefois préciser la fin de cette guerre. C'est aussi le cas des USA en Afghanistan. Après 20 ans de domination, ceux-ci n'ont pas réussi à dompter pour toujours les talibans. Quel constat aberrant de voir l'offensive militaire victorieuse menée par les talibans contre le gouvernement afghan et ses alliés, au moment du retrait des troupes américaines d'Afghanistan, après 20 ans de domination, fait attestant qu'il n'est pas facile de maîtriser l'autre. On le domine pour un temps. Tôt ou tard, il peut rebondir. Mais, est-ce que tout cela nous sert de leçon ? Dominer, c'est alors un pouvoir qu'exerce X sur Y, une institution sur une autre, dans un état psychologique bien déterminé et limité dans le temps. Durant la guerre froide, les deux blocs, soviétiques et américaines, se contrôlaient sans jamais pouvoir dominer l'autre. Mais pourquoi l'enjeu qui ressort de domination n'est jamais définitif ? Même chez les animaux domptés, il leur arrive de faire mal à leur éleveur.
Est-ce un mécanisme de la nature des êtres de ne sempiternellement, interminablement, dominer autrui ou être dominé? On le voit, l'idée de domination, comme nous le réfère la thèse 2 dans l'exercice du contrôle, est aussi discriminatoire. Il privilégie certains et laisse d'autres dans l'affliction et la soumission. Les privilégiés forment la classe des élites, une classe minoritaire mais douée de pouvoir politique et économique. La classe de la majorité constitue la plus grande partie du peuple à qui revient le choix de ses dirigeants en démocratie, et qui subit la consternation. C'est ce que nous appelons, dans ce contexte précis, l'exercice du pouvoir élitique. Avoir la main mise sur un groupe de personnes pour les diriger fait partie dans l'idée de dominer, exercer son pouvoir. Pour ce faire, les principes d'égalité, de fraternité et de liberté, devise française, et le principe de dignité de la personne avec ses collatéraux de droit sont éclipsés en faveur d'un complexe de supériorité qui versifie, rime, la classe inférieure. Ce complexe donne droit aux élites, aux supérieurs de traiter le bas peuple, les inférieurs à leur guise, pourvu que leurs intérêts soient sauvegardés. Dans les pays à caractère dictatorial, en Afrique par exemple, la pression sur la majorité est telle qu'elle est déboussolée, dépasse la norme et laisse apercevoir ipso facto l'instinct animal, la concupiscence, la volonté de puissance, expression de l'état naturel, le brutto de l'être humain. On perçoit ce dont l'humain est capable de faire non seulement envers les autres êtres, mais aussi avec ses compères voire lui-même. Un tel comportement met en exergue le rapport de discontinuité et de continuité entre le monde de l'animal et celui de l'homme. Au Togo, un pays de l'Afrique de l'Ouest par exemple, le gouvernement déclare l'état d'urgence Covid-19 sans préavis ni consultation pour obliger la population à se faire vacciner pour raison de la péremption des vaccins. Propos tenus par Madame Victoire Toméga-Dogbe, Premier ministre, mardi 14 septembre 2021 à l'Assemblée nationale. L'effet direct de ce propos décrié est que l'accès aux bâtiments administratifs est désormais subordonné à la présentation d'une « preuve de vaccination ». On assiège la population sans lui permettre de faire son choix. Tout est coordonné simultanément dans les pays et donne possibilité d'imaginer la mauvaise foi d'une minorité, inextinguible d'intérêt et soupçonnée d'avoir sciemment fabriqué la Covid-19 pour tester son contrôle mondial. L'exercice du pouvoir doit être raisonnable et désintéressé, afin que le peuple en tire la sécurité. Le terme d'autorité qu'on attribue à ceux qui exercent le pouvoir, rappelons-le, connote étymologiquement l'action de faire croître. Une autorité qui permet à ses dirigés d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes, au service des talents, des charismes des uns des autres plutôt que de s'en méfier et de chercher à les étouffer, serait la meilleure façon d'exercer son pouvoir. Car, poursuit la sœur Emma B., ce qui suppose d'être au clair avec soi-même et d'entreprendre un long et libérateur travail de discernement, pour reconnaître ses propres dons et les mettre en œuvre avec leurs exigences et leurs joies spécifiques. Contrairement à cette vision, aujourd'hui pour beaucoup le pouvoir doit s'attacher le service de la force sans laquelle il n'est qu'un tonneau vide. L'usage régulier de la coercition et des menaces exagérées sur ceux qu'on dirige justifie malheureusement cette vision-là. Une vision qui dénie la potentialité de l'humain à se faire perfectible ou à jouir de sa faculté de perfectibilité inhérente à sa nature. Cette façon de contrôler-là use d'une méthode qui consiste à susciter de la peur, afin de pousser à faire ce qu'on ne veut pas faire. Des conditions de psychose bien orchestrées pour déraisonner l'homme et nier son libre arbitre en vue d'une soumission totale. Un tel contrôle hiérarchise la minorité nantie, et fait de la majorité un subalterne, une subordonnée qui doit toujours être aux ordres d'une poignée de personnes qui tiennent le levier du commandement. C'est bien dommage qu'on en soit arrivé là, au pays des êtres pourtant doués de facultés spirituelles. En observation, il ressort ici que la compréhension de l'action de contrôle se rapporte à des mécanismes de domination et de coercition. Contrairement à la première thèse, il n'y a pas de matériel ni d'instrument de base. On peut soupçonner chez celui qui tient la manette de contrôle qu'il sait d'avance la forte probabilité d'opposer un refus à sa demande par une autre partie prenante. Certainement, c'est l'être humain doué de son libre arbitre et de sa liberté de conscience qui assume ses choix, et qui peut s'opposer à quelque chose qui lui est demandé à contre-gré ou contre son intérêt ou ne voyant pas son utilité. Le commandeur de contrôle sait bien que ce qu'il propose n'intéresse pas tout le monde.
Au lieu de déployer des approches pour convaincre de sa bonne foi et de l'intérêt d'une telle démarche pour tous, un exercice qui exige plus de discernement, de l'intelligibilité, de finesse et d'humilité, il s'arrête. Trouvant cela plus rude et ne voulant pas faire preuve d'abnégation, son inconscient lui suggère un raccourci, la force pour brutaliser. Et comme la force à première vue est violente et choquante, il use de la ruse. Une ruse qui va impliquer toutes les structures à sa guise. Jouissant de son pouvoir à lui conféré soit par le peuple, soit par l'institution qu'il gère, soit parce qu'il s'est imposé, il fait usage tout de suite des moyens pour contraindre. Cet état psychologique du contrôleur lui donne l'impression qu'user de la force est la vraie expression du pouvoir. L'élite qui gère le bas peuple doit savoir à la fois pour elle-même et pour ses dirigés que la situation de l'homme d'être inclus dans la nature et de la transcender, d'avoir conscience de soi et d'avoir un minimum de développement instinctuel, le dispose à rebondir soit en humain raisonnable soit en animal féroce qui peut faire mal. Il faut le contrôler avec sagesse car il n'est pas une marchandise, c'est une personne. Nous avons défini le mot contrôle en le détachant du concept clé qu'est le contrôle social. Cependant, on a l'impression qu'on y est déjà. Car le contrôle en soi est relatif et inhérent à la vie des êtres humains, qui naturellement vivent en société. Tout ce parcours pointe du doigt déjà l'intérêt que les hommes ont à vivre en société, avec une justice sociale qui jouerait le rôle du régulateur. Car les membres d'une société, quelles que soient leurs bonnes intentions, leur attrait au bien, sont malheureusement susceptibles de faire mal. Est-ce un mystère que la nature humaine ne domine pas le mal ? Nous constatons tous par nos expériences qu'elle peut céder facilement au mal moral, si des mesures idoines ne sont pas prises au préalable. L'attrait au mal, mauvais penchant, est tellement évident chez les humains. Quel que soit le niveau de la sociabilité, l'instinct ou l'esprit grégaire peut surprendre. La raison est toute simple, chasser le naturel, il revient au galop, il ne faut pas l'oublier et le négliger. D'où une demande de sagesse de Salomon est conseillée pour celui ou celle qui désire être conducteur d'une société ou d'un peuple. La perspicacité doit être de mise chez le politique. Au vu de ce que nous avons montré jusqu'ici, nous pouvons admettre que les hommes vivent en société avant tout par intérêt. Or, l'intérêt nécessite sécurité et protection. Cela sous-entend que pour sécuriser la vie en société, absolument indispensable pour la socialisation de l'humain, il faut créer les conditions sine qua non que nous appelons volontiers ici, les structures du bien commun ou le bien commun. Ce bien commun est cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Comme l'agir moral de l'individu se réalise en faisant le bien, de même l'agir social parvient à sa plénitude en accomplissant le bien commun. De fait, le bien commun peut être compris comme la dimension sociale et communautaire du bien moral. Concevoir dans l'optique du respect inconditionnel de tout homme et de tout l'homme, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions même religieuses, une pensée sociale juste qui génère une action sociale bonne. Prétendre, par exemple, lutter efficacement contre la Covid-19 sans prendre en compte la dimension religieuse de l'humain affiche une ignorance crasse et par ricochet diminue un maillon d'efficacité à la lutte. Nous devinons en prélude au paragraphe qui va définir le contrôle social, que celui-ci, c'est-à-dire le contrôle social, est donc cet instrument-là qui a pour vocation et mission de rendre effective une politique sociale intégrale. Une politique qui prend en compte la promotion de tous sans exception, avec l'option fondamentale de l'intangible dignité de la personne humaine sans laquelle la société n'existe pas, ni ne s'organise politiquement. Si le pouvoir politique existe, c'est parce que chacun existe en premier et en second, le peuple. C'est un devoir qui incombe à tout le monde. Voilà pourquoi le faire demande à dialoguer, à échanger des services et à communiquer afin de mettre au point une organisation qui permette de subvenir aux besoins. Et le premier besoin de l'homme, c'est sa sécurité et celle de ses biens. Les apports des uns et des autres doivent permettre au dialogue de pouvoir prendre forme et corps. Car les actions et les comportements de l'homme n'ont de sens que par rapport aux autres. Cette architecture intuitive et inductive de la démarche déployée pour mieux comprendre ce qu'est le contrôle, nous permet d'aborder maintenant ce qu'on entend par le syntagme nominal, le contrôle social. Définition du contrôle social. S'agissant du syntagme contrôle social,
sa signification est d'autant plus délicate à préciser qu'il a en plusieurs fois changé et que sa fortune a été nord-américaine, social control. Il signifie tantôt ce qui assure la conformité, tantôt ce qui réagit à la déviance, voire parfois au contraire ce qui l'amplifie. Le concept de contrôle social ne fait pas l'unanimité parce qu'il est protéiforme, générateur d'équivocité, et sa forme change avec l'histoire. Sa définition apporte finalement plus de questions que de réponses sur sa nature. Parmi les nombreuses définitions qu'on trouve selon les diverses situations et contextes sociaux, nous optons pour celle de Wikipédia plus synthétique, embrassante et plus réaliste par rapport à la perspective que nous donnons à notre réflexion. Selon l'encyclopédie libre Wikipédia, le contrôle social est l'ensemble des pratiques sociales, formelles ou informelles qui tendent à produire et à maintenir la conformité des individus aux normes de leur groupe social. Ces modalités varient. Ces effets sont discutés. Il peut favoriser la cohésion sociale, mais aussi permettre toutes sortes de techniques de contrôle, dont la propagande conduisant à la domination et l'aliénation. D'où la prudence qui doit être de mise. Les éléments relevés dans les deux thèses s'y retrouvent. Il tend par définition à prévenir la déviance au profit de l'harmonie. Ce faisant, il contribue en un sens à l'intégration des individus et à la cohésion du groupe. Il est donc perçu comme une aptitude à diriger ou supprimer le changement. Il fonctionne comme un mécanisme systémique à 3 dimensions. Une première dimension informative de l'état du système ou d'un élément du système pour vérifier s'il correspond à certains critères voulus, s'octroyant ainsi le rôle d'observateur de la société. Une deuxième dimension qualifiée de contrôle négatif, qui empêche de se produire les possibilités ne correspondant pas au but voulu, voire les méthodes voulues, fait office de régulateur de pression sociale. Une troisième dimension exerçant un contrôle positif, qui favorise, promeut les possibilités voulues, faisant office de promoteur de vision sociale. On distingue plusieurs formes de contrôle social que nous rangeons en 2 catégories. Il s'agit du contrôle formel, exercé par des organisations spécialisées. La police, la justice, la religion et du contrôle informel qui agit au cours des interactions de la vie quotidienne au sein des groupes auxquels l'individu appartient, la famille, les amis, l'école. Nous précisons que pour le cas du contrôle social informel, c'est le groupe social lui-même qui l'exerce. Il le fait à travers un processus de socialisation qui permet à l'individu d'intégrer les normes, les valeurs du groupe, l'accommodant facilement au contrôle social. D'où le fait que certains sociologues tels Edward Allsworth estiment que le contrôle social informel a généralement plus d'effet sur les individus, parce que les valeurs sociales sont intériorisées, devenant ainsi un aspect de la personnalité de l'individu. Dans leur comparaison, ils n'ont pas manqué de noter l'usage à bon escient d'un tel mécanisme dans les systèmes de croyance. Le contrôle social et les systèmes de croyance. Quand nous parlons de systèmes de croyance, ici, nous nous référons aux religions bien sûr mais aussi à des personnes qui adhèrent à une certaine doctrine qui pour elles relève de la vérité. Qu'il s'agisse des membres d'une religion donnée ou des personnes croyant à une doctrine quelconque, forte de leur croyance, ces personnes se réfèrent indubitablement à l'égide d'une hégémonie transcendante ou immanente, physique ou métaphysique, philosophique ou théologique qui les expose ipso facto à un contrôle conscient ou non. Le savent-ils tous ? Peut-être non. Leurs relations à leurs idoles de diverses formes sont rythmées par un système d'initiation-contrôle permanent, pour évaluer le niveau de leur fidélité. Ils pourraient perdre cet état de fidélité, si les engagements souhaités ne sont pas arrivés à point. Sans détail, des sociologues tels Edward Allsworth Ross considèrent en effet que ces systèmes de croyance exercent toujours un plus grand contrôle social que les lois imposées par l'État. Cette remarque certes judicieuse devrait être expliquée. Pour notre part, les religions ou toute personne croyante qui se réfère à une hégémonie métaphysique ou idéologique considèrent ou prennent l'être humain dans son intégralité. Quant à l'État, surtout laïque, il ne tient pas compte de l'espérance humaine qui transcende le matériel, la philosophie de l'humanisme, l'éthique sociale pour se référer aux capacités métaphysiques de l'homme. L'État joue un rôle spatio-temporel, se préoccupe des choses terrestres et n'ose pas aborder une théologie eschatologique, nourrie d'une conception d'éternité. Mais comment arriver à satisfaire une telle conception qui habite les hommes ? Ces derniers ne veulent pas la perdre et la considèrent comme capitale.
Les lois de l'État sont intéressées et perdent leur rigueur quand elles ont obtenu ce que l'on désire ou ont eu gain de cause dans une situation donnée. Tandis que l'État fait recours à des législateurs souvent complices de sa politique pour donner raison juridique à ses manœuvres, les systèmes de croyance s'attachent aux prescriptions divines révélées ou idéologiques, sans lesquelles ils ne tiennent pas. Ces lois divines constituent les trames d'une clause d'alliance entre le sujet croyant, initié et sa divinité qui donne l'assurance d'un monde meilleur dont elle, la divinité, est le gestionnaire. Les lois humaines religieuses sont donc fondées sur la révélation. L'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens met en évidence l'efficacité de la révélation par rapport à la parole d'homme en ces termes. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. 1 Th 2h13, cette révélation-là leur sert d'un soubassement très fort, inamovible. Étant une donnée de foi, elle joue le rôle de fil rouge des traditions religieuses avec la probabilité pour certaines religions de bien être vivantes dans leur contexte. D'autres religions peuvent aussi en exagérer et risquer le fanatisme. La seule exigence est celle d'être dans l'économie de l'alliance selon ses critères de fidélité. Il se révèle donc, ici, que l'efficacité d'un contrôle social peut aussi dépendre de la dimension spirituelle de l'être humain, afin que la cité terrestre ne cherche pas à s'édifier sans son Créateur. Et ceux qui la construisent n'auront pas travaillé en vain. Comme le martèle le message de la conférence des évêques du Togo sur la pandémie de la Covid-19, dans cette lutte, nous devons aussi lever les yeux vers le Seigneur pour implorer son secours, confère. PS 122,2, conformément à l'exhortation de saint Augustin d'Hippone, fais tout comme si tout dépendait de toi en attendant tout de Dieu. Car ce n'est pas par la seule intelligence et son seul savoir-faire que l'homme viendra à bout de cette pandémie. Nous devons compter également sur l'aide de Dieu. Sa part dans ce combat est inestimable et irremplaçable. En effet, il est connu l'adage populaire selon lequel le médecin soigne mais c'est Dieu qui guérit. La raison créée a des capacités scientifiques extraordinaires pour faire sa part. Elle ne peut pas prendre la place de l'architecte, du grand horloger du monde. Et le prophète Amos, conscient absolument d'actes divins quotidiens dans notre vie, affirme sa conviction. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la face de la terre, il se nomme le Seigneur, Amos 5,8. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres car ses mains les ont pétries. PS 94. Le croyant comprend que c'est à ce Dieu créateur qu'il doit obéissance, inclination, prosternation et adoration. La confiance en Dieu étant là, la motivation d'être sous sa garde ne pose pas problème. Au contraire, c'est une fierté de se laisser contrôler par lui. C'est devenu une pratique courante chez les croyants à travers cette expression « Dieu est au contrôle ou Dieu veille ». C'est cela la force, l'atout des systèmes de croyance. Tâchons de voir maintenant ce que la doctrine sociale catholique, qui a fait ses preuves socialement depuis plus de 2000 ans, avec de riches enseignements sociaux de l'homme-dieu, Jésus-Christ, le Nazaréen et depuis la fin du XIXe siècle avec l'encyclique sociale du pape Léon XIII, Rerum Novarum 1891, peut aussi apporter au contrôle social qui se cherche dans l'option d'être saint et parfait. Le contrôle social et la doctrine sociale de l'Église catholique. Si plus haut, nous avons de la peine à donner un nom au contrôle social en milieu religieux, ici, en guise d'information, nous pouvons dire que l'Église catholique a son manuel de contrôle. En effet, depuis plus d'un siècle, les catholiques ont analysé les enjeux de la vie en société pour proposer des principes fondamentaux, dégager les critères de jugement et suggérer des orientations concrètes. C'est l'ensemble de cette pensée que l'on appelle « doctrine sociale catholique ». C'est donc un outil social à la ressemblance de contrôle social qui aide le croyant catholique à traduire l'Évangile et sa foi en des actions sociales concrètes de développement intégral. Cet instrument de contrôle permet d'analyser les mécanismes économiques, sociopolitiques, et de dénoncer des situations inhumaines. Comme nous l'avions dit dans notre livre concernant l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, cet outil social, appelle aussi au changement et dessine les objectifs sociétaux vers lesquels il faut tendre.
Il s'adapte au contexte en constante mutation. Les papes et les évêques l'utilisent pour faire une évaluation de la situation sociale soit dans le monde, soit dans les pays. Plus récemment, le pape François l'a déployé pour évaluer la relation entre l'homme et la nature, avec son encyclique Laudato Si, et les relations entre les humains avec l'encyclique Fratelli Tutti. En effet, le pape Jean-Paul II publiait à l'occasion du centenaire de Rerum Novarum, 1891, sa lettre encyclique Centesimus Annus, 1er mai 1991, dans laquelle il précise au numéro 54 « La doctrine sociale a par elle-même la valeur d'un instrument d'évangélisation. En tant que telle, à tout homme elle annonce Dieu et le mystère du salut dans le Christ, et pour la même raison elle révèle l'homme à lui-même. Sous cet éclairage, et seulement sous cet éclairage, elle s'occupe du reste. Les droits humains, la famille et l'éducation, les devoirs de l'État. Les stratégies de contrôle social se doivent de prendre en compte la temporalité et la spiritualité de l'humain, deux dimensions liées à ne pas séparer car elles nous plongent ainsi au cœur même de l'anthropologie. Alors, dans cette perspective, la doctrine sociale faisant office de contrôle social pour promouvoir tout homme et tout l'homme, use d'une approche respectueuse de la dignité, de la liberté et des droits fondamentaux de la personne humaine. De cette expérience des catholiques, le contrôle social se révèle comme un mécanisme du bien commun à prendre en compte. Il rappelle à l'homme sa dignité inconditionnelle, tout en cherchant à le protéger afin de lui assurer une humanisation et une socialisation adéquates. Il crée les conditions favorables à une vie en société, qui favorise la promotion intégrale de tous ses membres. En régime chrétien, nous pouvons dire que le contrôle social ne relève pas que de l'éthique sociale mais aussi de l'eschatologie, de l'espérance de vivre avec Dieu dans la lumière sans fin. Lieu où à coup sûr, l'amour, la bonté de Dieu règnent comme un mécanisme de contrôle. Dieu récompense ses amis qui ont combattu le bon combat et qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, en référence à l'Apocalypse 7.14. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il s'agit d'une foule qui a traversé la grande épreuve de la persécution. Leur foi a été mise à l'épreuve. Les membres de cette foule ont triomphé de l'épreuve. Cela se marque par la blancheur de leurs robes, le blanc étant la couleur de ce qui appartient à Dieu. Ces robes ont été lavées, même plus blanchies dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire par la mort de Jésus qui a donné sa vie pour eux. Leur foi consiste donc à vivre de ce que le Christ a fait pour eux. Vu ce que notre société traverse, nous nous demandons si le recours à une synergie d'action de la science, de la technologie et de la foi n'aidera pas à avoir une lecture anthropologique plus globale, inclusive et une lueur d'espoir ? Associer la foi ferait-il vraiment mal à notre monde qui nie Dieu, se sécularise à outrance à tel point que les prouesses de la technoscience fascinent jusqu'à diminuer chez la plupart la référence divine ? Est-ce que l'expérience chrétienne qui a permis au christianisme de traverser des sursauts de turbulence, de franchir des situations pires comme des croisades, coopérante avec la raison humaine créée, ne peut pas apporter quelque chose à l'usage qu'on fait du contrôle social aujourd'hui ? N'aiderait-elle, l'expérience chrétienne, pas à bien orienter la société vers son vrai bonheur ? Il n'est pas seulement une structure de socialisation, mais aussi une béatification prouvant qu'une personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire, ou même héroïque. Car pour le sujet croyant, cette société tend vers une société parfaite où l'homme parfait se réalise en Christ l'homme parfait pour que Dieu soit tout en tous, 1 Cor 15,28. Saint Augustin commentant ce passage de l'Épître aux Corinthiens dit « Dieu sera toute chose à tous les esprits bienheureux, parce qu'il sera leur commun spectacle, il sera leur commune joie, il sera leur commune paix. Certes, pour être bienheureux, il ne faut point être trompé, ne rien souffrir, ne rien craindre. Dans le royaume des cieux, la Jérusalem céleste, il n'y a point d'erreur, on voit Dieu. Il n'y a pas de douleur, on y jouit de Dieu. Il n'y a pas de crainte ni d'inquiétude, on y repose à jamais en Dieu. Dans le royaume de Dieu, on y est vraiment bienheureux parce que nous y avons le véritable exercice de nos esprits. Nous goûtons dans cette jouissance le parfait contentement de nos cœurs. Nous possédons dans cette paix l'immuable affermissement de notre repos. C'est la grande récompense vécue par tous ceux qui acceptent d'aimer et de servir Dieu pour Dieu lui-même dans l'amour et le service des frères et de soi-même, toujours par amour pour Dieu. Dans son enseignement des béatitudes MT 5,1-12,
Jésus enseigne un code de contrôle social, borné non seulement sur la vie sociale mais ouverte sur l'éternité, un savoir-vivre qu'on surnomme la science des saints. Les saints y trouvent le secret d'accorder dans le monde qui les entoure, leurs conditions avec leur foi. Ils se servent de leur foi pour sanctifier leur vie en même temps qu'ils mettent à profit leurs conditions pour se rendre parfaits dans leur foi. Les saints ne cherchent pas la sainteté en dehors de leurs conditions. Ils se sanctifient même jusque dans les conditions qui semblent les plus opposées à la sainteté. La foi sert aux saints pour éviter les désordres auxquels leur condition est sujette, pour accomplir les devoirs dont leur condition est chargée. Les saints comprennent que leur avenir est que Dieu soit tout en eux, et eux tout en Dieu. Face à nos nombreux échecs, serait-ce mal d'envisager un contrôle social qui conjugue à la fois la science et la foi, pour aider les hommes à se retrouver intégralement? Notre conviction rejoint celle de Roselyne Dupont-Roch qui affirme « Quoi qu'il arrive, la miséricorde de Dieu relève son peuple et que rien ne peut entraver son amour créateur qui renouvelle la vie et assure un avenir. Quelques rescapés suffisent, un seul juste suffira pour que Dieu pardonne à tous. » Si nos dirigeants de tous ordres pouvaient rendre leur cœur attentif à la vie préjudiciable de leurs dirigés, les ruines causées par la science, l'inquiétude permanente concernant le nucléaire, à la situation sociale difficile, ils constateraient une insatisfaction permanente à moins qu'ils aient une conscience émoussée. L'inquiétude taraude quotidiennement le peuple. N'est-il pas temps de rebâtir la maison commune en relevant ces ruines sociales à l'intime de notre être? Contrôle social, origine et évolution, son historicité. Dans cette partie de notre réflexion, loin de faire une étude historique du concept du contrôle social, une compétence que nous n'avons pas, une capacité requise aux historiens et aux sociologues, nous proposons plutôt de montrer simplement que le mécanisme qui, au fil du temps, prend le nom contrôle social a toujours existé. Les réalités ont largement devancé la création du concept contrôle social. Il est peut-être inconnu par plusieurs personnes. Dans l'ambiance de la vie ordinaire, les choses vont tout naturellement à tel point que peu de gens se rendent compte qu'ils sont dans un train de contrôle. Par exemple, en signalant la naissance de leurs enfants à l'état civil, combien de parents dans les pays en voie de développement savent que c'est un enregistrement pour contrôle social? Contrôler est un fait tout naturel qui a toujours existé et pratiqué en nous et par nous, autour de nous. On l'a toujours observé et encore on l'observe évoluer avec une force herculéenne et inédite. Sa permanence s'amplifie davantage en impliquant la technoscience, les numériques générant une complexité difficile à saisir. Son usage falsifié à l'encontre des autres, adversaires politiques et journalistes, avec des outils automatiques de contrôle, pose des questions de liberté. Les problématiques sécuritaires et sanitaires le placent au premier rang certes, mais est-ce vraiment la solution idoine aux problèmes d'insécurité? L'humain ne serait-il pas lui-même le problème et la solution de sa situation sécuritaire? Oui, le contrôle demeure une réalité inhérente à notre vie de jadis, de maintenant et de toujours. Peut-être que nous choquons certains, en disant que le contrôle social relève de la création. En effet, l'arbre de vie situé au milieu du jardin d'Éden promettait à Adam et Ève, s'ils obéissent, une qualité de vie merveilleuse. L'arbre de vie là n'est-il pas un système de contrôle social? En effet, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la vulnérabilité d'Adam et Ève a entraîné leur chute dans le jardin d'Éden et a entaché l'imago Dei qui les détermine, confère. Genèse 2,8-9. Pourquoi cette vulnérabilité? Qui en est le responsable? Nous ennuyons notre lecteur par cette inclusion cependant, c'est nécessaire pour la suite de notre réflexion. Revenons au contrôle social. N'est-il pas voulu par Dieu? Et donc émane de la loi naturelle. Pour son efficacité, il ne faut pas le détacher, le déconnecter de sa vraie source. Avant le déploiement de notre thèse qui définit le contrôle social comme un mécanisme certes de la loi naturelle, nous voudrions solliciter des articles lus dans le paragraphe à venir que nous nommerons « Nous avons lu pour vous ». Ces articles présentent les œuvres d'un certain nombre de sociologues. Ces sociologues ont analysé le contrôle social à partir du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Il y aura également des articles de journalistes qui montrent le caractère du contrôle social, susceptible de déviance avec le techno-internet. Nous avons lu pour vous
Danger et régression du contrôle social, des valeurs au processus. Cet article de M. Milanos Lianos et de Mary Douglas dans Déviance et Société, 2001 vol 25, pages 147 à 164, n'est pas cité dans son intégralité. Il est parfois modifié à bon escient. Il est intéressant comme information concernant l'historicité et la permanence du contrôle social. La question du contrôle social n'est pas spécifique à notre époque actuelle. Depuis le XIXe siècle, il a été analysé dans ses formes internes et externes, formelles et informelles. On lui donnait pour objectif de favoriser le respect des normes communes, permettant l'union des hommes dans la société. Un ensemble de sociologues américains, dont R. E. Park 1864 à 1944, E. Arros 1866 à 1951, Edward Arros est le véritable instigateur du contrôle social. O. Spengler 1880 à 1936, T. Parsons 1902 à 1979, R. King Merton 1910 à 2003, ont développé une conception fonctionnaliste du contrôle social, désignant l'ensemble des mécanismes qui permettent à une société de maintenir une relative cohésion sociale. Le contrôle social et les liens sociaux sont des principes de base de la société. En France, dans leurs réflexions sur l'organisation de la vie sociale, Acomte, 1798 à 1857, Guettard, 1843 à 1904, ont étudié des contrôles sociaux spécialisés. Dans Social, et Durkheim, 1858 à 1917, R. Bastide, 1898 à 1974, attribuent une valeur positive à la puissance régulatrice de la société. Pour exemple, Acon caractérise l'état définitif et positif de la société par l'ordre et le progrès. Et Durkheim voit la socialisation comme une contrainte qu'exerce la société sur les individus, pour les obliger à respecter la cohésion sociale nécessaire à sa reproduction. Seul un contrôle social permet de réaliser cette socialisation qui passe par une inculcation morale. Le sociologue allemand M. Weber, 1864 à 1920, décrit la rationalisation des activités sociales et parle d'impératif contrôle. M. Mauss a rappelé que la fonction des règles est de créer un système d'attente collective. Elles ne sont pas une limitation de possibilités, mais une dotation de capacités. Ainsi, l'ensemble de ces sociologues montre qu'il y a nécessité de règles dans nos sociétés, besoin de relations structurées et cautionnées. Le contrôle est le garant d'une vie commune possible. Cependant, notamment après la Seconde Guerre mondiale, on observe un rétrécissement de l'acception fonctionnaliste du contrôle social dans des domaines spécialisés, justice, puis le développement d'un usage interactionniste énonçant que le contrôle social est défini comme jeunesse de la déviance. Le contrôle social est non seulement lié au temps, mais aussi au lieu. Dans les années 60, en Europe et notamment en France, le contrôle social est appréhendé comme phénomène de pouvoir. Les recherches sont focalisées sur des lieux et des pratiques impliquant une action de prise en charge et de contraintes idéologiques et ou répressives, comme le montrent les ouvrages de L. Althusser, H. Marcuse, E. Goffman, M. Foucault, G. Deleuze, R. Castel. Le contrôle social est sujet à réincarnation. Actuellement, des problématisations se font jour sur sa nouvelle forme et nécessitent de réévaluer le contrôle social à l'aune de ces évolutions. Dans son célèbre article Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 1990, G. Deleuze décrit le changement de régime et de paradigme caractérisé par le fait que les sociétés disciplinaires des XVIIIe et XIXe siècles ont laissé place aux sociétés de contrôle, plus libres, ouvertes et fluides, qui se démodulent en permanence. Aussi parle-t-il de rhizome. De même, M. Milanos Lianos, dans le nouveau contrôle social. Paris l'Harmattan pose le problème d'un nouveau contrôle, non intentionnel et non coercitif, avec un pouvoir neutre et collaboratif qui se développe sur 3 tendances. La privatisation. Le contrôle social est de plus en plus privatisé et fragmenté par le biais des organismes qui assurent une gestion institutionnelle des personnes et des situations. La syndinisation. C'est la conscience des risques, la propension acquise socialement à scruter constamment l'environnement à la recherche d'indices d'irrégularité, considérés comme des menaces et entraînant les dispositifs de sécurité. La périopticité. La norme, le contrôle ne sont plus un projet intentionnel mais un résultat involontaire. Ainsi,
On peut parler de l'automatisation du contrôle, de développement de l'autocontrôle, du passage d'une société disciplinaire à une société autodisciplinaire, d'une société fondée sur le choix rationnel et responsable de la norme à se donner, en fonction du contexte. Ces dernières années, à ce contrôle social diffus, s'ajoutent à nouveau des menaces d'un contrôle social contraignant. Des systèmes de contrôle et d'inspection obligent l'action à rentrer dans des cadres et des modalités d'intervention prédéterminés. Ce rappel historique permet de comprendre comment le concept de contrôle social s'est construit et a évolué. Les changements de paradigme montrent qu'il est autant conditionné par un ensemble de croyances, de normes, de valeurs, partagées de manière intersubjective aussi bien par les acteurs que par des rapports de force objectifs. On observe donc une transformation du contrôle social, caractérisée par l'hybridation de ses formes et le pluralisme. Pour certains, il y a complexité de la signification du contrôle social, pour d'autres il y a incertitude du concept. Selon Jegurvitch, il y a exagération évidente et dangereuse lorsque l'on fait du contrôle social une notion majeure. Après ce bref rappel historique sur la genèse et les mutations du concept de contrôle social, sera présenté le phénomène actuel de pluralité des formes de contrôle social caractérisé surtout par l'usage du numérique avec 3 exemples précis. Il s'agit maintenant de voir un aspect, la contrainte objective du contrôle social dans ses formes actuelles en Chine et en géopolitique. Technologie d'identification faciale en Chine. L'article de Jean-Baptiste Noé publié le 17-12-20 sur le site aletheia.org a retenu notre attention. En effet, Jean-Baptiste nous renseigne, amplifié à partir des années 2000, le système de contrôle social chinois conjugue espionnage de la population, généralisation du numérique, dressage des comportements. Il dessine une société où tous les individus peuvent être surveillés, où la vie privée et l'anonymat n'existent plus. Nous proposons l'intégralité de l'article, afin de mieux saisir la pertinence des idées qui y sont développées. Mise en place au début des années 1990, le contrôle social chinois est une sorte de permis à points citoyen. En cas d'infraction ou de non-respect de certaines consignes, les citoyens chinois perdent des points et peuvent rétrograder de catégorie. Selon les catégories auxquelles ils se rattachent, ils ont des facilités pour mettre leur enfant à la crèche, pour disposer d'un logement social, pour voyager à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de la Chine. Les comportements vertueux sont valorisés, les comportements non conformes sont estimés déviants eu égard à la citoyenneté et à la solidarité. Ce système est rendu possible par l'accroissement de l'usage du numérique. Contrôle facial, traçage des personnes grâce à leur téléphone et leur passe de transport, collecte des données numériques par les entreprises publiques et semi-publiques, tout peut ensuite être croisé et regroupé pour accroître le contrôle des populations. Le système de crédit social chinois, SCS, fonctionne. Il a permis de diminuer le nombre d'accidents de la route, les automobilistes s'arrêtant davantage au feu et les piétons traversant dans les clous, sous peine pour les uns et les autres de perdre des points. Il a permis d'accroître la civilité, et de développer la solidarité entre les citoyens d'un pays immense. Mais on voit bien aussi le danger de ce genre de système qui étouffe toute liberté et toute initiative, et qui assure un contrôle total des populations. La multiplication de l'usage du numérique dans la vie quotidienne offre de nombreuses possibilités de collecte des données et donc de connaître la vie intime des personnes. La reconnaissance faciale est ainsi utilisée pour ouvrir la porte de son domicile, pour régler ses courses au supermarché en lieu et place de sa carte bleue comme pour surveiller les gares, les rues et les lieux publics. Toutes ces données étant stockées, elles peuvent ensuite être utilisées pour connaître les moindres faits et gestes de la population élaborant un système de plus en plus intrusif du contrôle des personnes. Au nom de la sécurité et de la citoyenneté, c'est une prison numérique qui est créée où toute liberté est effacée. À Shanghai par exemple, les habitants de la ville peuvent entrer sur une application, dénommée Honest Shanghai, leur numéro personnel d'identification administrative pour obtenir une évaluation de leur crédit social fondée sur leur statut professionnel, le paiement de leurs assurances et de leurs impôts, leur casier judiciaire, etc. Quant à la ville de Pékin, elle prévoit de mettre en place son propre système de notation et de liste noire. Xi Jinping a vanté ce modèle, au nom de la défense de la sécurité et de l'amélioration de la vie des personnes.
Si nous utilisons correctement l'intelligence artificielle, nous serons capables de savoir à l'avance qui pourrait être un terroriste, qui pourrait faire quelque chose de mauvais. Détecter qui pourrait être un terroriste suppose au préalable de se mettre d'accord sur ce qu'est un terroriste. Il ne prend pas nécessairement les traits d'un barbu, maniant le couteau comme on l'imagine en France. En Chine, le terroriste peut prendre les habits de l'opposant politique ou de celui qui pratique un culte interdit ou non reconnu. La logique sécuritaire fait donc glisser le système vers un usage de contrôle politique des populations, ce qui est déjà effectif dans plusieurs zones de la Chine. C'est l'encouragement à la délation des chrétiens pratiquant leur foi, en dehors de l'Église officielle. Le SCS est ainsi déjà utilisé pour réprimer les cultes hérétiques. Dans la ville de Roncheng, des points bonus sont accordés à ceux qui dénoncent aux autorités des membres des organisations religieuses non autorisées par le gouvernement. C'est l'encouragement à la délation des chrétiens pratiquant leur foi, en dehors de l'Église officielle. Ceux qui participent aux activités de ces cultes hérétiques sont rétrogradés au niveau d'alerte C, juste avant le niveau le plus bas, le niveau D, celui des criminels. Classés en C, ces personnes se voient privées d'un grand nombre de droits civiques. Le SCS fait surgir une nouvelle forme de dictature et de société policière. Nous aurions tort de dénigrer ce système comme une particularité étrangère chinoise. La demande sécuritaire française a fait sauter de nombreuses digues en matière de protection des libertés. La vidéosurveillance se généralise, au lieu de chercher plutôt à arrêter les criminels. Le stockage des données est de plus en plus important, sans que les utilisateurs sachent toujours ce qui en est fait. Le prétexte du Covid est utilisé par certains pour créer un passeport sanitaire qui va bien au-delà de la simple protection des personnes, tels les propos tenus par le député Julien Borovtchik. D'avoir un passeport Covid avec son téléphone après avoir fait un test antigénique. Avec ce passeport, on peut bénéficier du restaurant, du bar ou de la boîte de nuit. Si l'on peut entendre l'argument de la défense sanitaire, le risque est néanmoins très grand d'un glissement vers un usage immodéré de ces nouvelles technologies. Que savons-nous par exemple de l'usage des données fait par les assistants personnels vocaux ? Ces machines à qui nous commandons les courses ou un morceau de musique en savent beaucoup sur nos vies. Ou plus exactement, l'usage des données utilisées par les entreprises du numérique permet de connaître l'intime des personnes qui en ont possession. Ces données peuvent être utilisées à des fins commerciales, à des fins politiques, contrôle des cultes hérétiques, comme être volées lors d'une cyberattaque. Le modèle chinois de contrôle social peut aisément devenir le nôtre. Rien n'empêchera ensuite d'en faire usage contre les terroristes islamistes, ultra-gauche et ultra-droite et de glissement en glissement, d'obtenir un contrôle total de la population. Loin d'être une fenêtre exotique sur ce qui se passe au loin, l'exemple du système de crédit social chinois pourrait un jour devenir le miroir de notre propre société. https://2020-12/le-contrôle-social-le-numérique-pour-surveiller-la-population-. En arrière-plan, on comprend qu'il y a une politique de contrôle systématique de la population non pour son bien mais pour la rendre disponible et soumise au gré de l'autorité. Elle doit uniquement faire ce que l'autorité veut, et non ce qu'elle veut. Mais on a conçu le système tel que, à vue d'œil, on peut donner une appréciation positive. Or en fait, c'est le refus d'assimilation sociale qui est bien organisé politiquement et en matière de religion, connaissant bien sûr la force de changement qu'exercent ces deux entités, à savoir la religion et la politique sur un peuple. C'est le refus de liberté à la population de faire son choix. On fait miroiter la chose comme le serpent d'Éden l'avait fait à Adam et Ève, confère. GN 3,6 et verset suivant, pour que leur intelligence originale soit falsifiée et les pousser non pas à la désobéissance de Dieu, mais à la négation de leur propre dignité et identité. Ils se découvrent nus et perdent toute capacité de se reconstruire. Et si le désir de le faire peut encore exister, il leur faudra se référer à quelqu'un d'autre, de qui dépendra désormais leur liberté référentielle ou conditionnée. Dans le cas des Chinois,
la référence est sans doute l'autorité avec ses ambitions secrètes. Quand on applique la méthode voir, juger et agir pour évaluer le mécanisme de contrôle chinois, il faut faire attention et être prudent dans l'appréciation d'un tel système car tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme le stipule le dicton populaire. Même si c'est de l'or, quand on perd sa probité incorruptible inhérente à la personne, l'or n'est plus reconnu pour ce qu'il est vraiment. L'être humain est en train d'être robotisé sous l'action constante et inépuisable du perfectionnement des technologies de l'information. On le transforme. Il est manipulé par la technoscience. Son intelligence se transforme en intelligence artificielle pour mieux contrôler la grande masse au profit d'une minorité soupçonnée d'avoir des agendas cachés, auxquels il faut ajouter le règne de la pensée unique et de la toute-puissance. Pour la science, c'est de la prouesse. Et elle va continuer si l'homme ne se ressaisit pas pour dire « Arrêtez. Ça suffit. » On rend incommode l'action humaine basée sur la valeur intrinsèque de l'être au profit du bon fonctionnement d'un système automatisé. En effet, ce que nous voyons surgir ici est une tendance structurelle à substituer au citoyen respectueux des lois l'utilisateur efficace. On peut aussi remarquer que dans ce système, l'opportunité s'offre de découvrir une forme de contrôle social qui ne tient compte d'aucune catégorie de division sociale. Le système chinois, quand on l'observe bien, consiste donc à verrouiller en interne pour mieux contrôler mais à s'ouvrir à l'extérieur pour gagner en science et en économie. Une vraie démocratie fait mal à un tel système. Pour continuer à être superpuissance, on ne se soucie pas des soi-disant démocrates qui ne savent que donner des leçons d'éthique d'état de droit aux autres sans être eux-mêmes les meilleurs. Il va de soi qu'il est plus facile de faire confiance à la technologie innovatrice et s'offrir des possibilités de transformation de l'humain que d'être là à tergiverser sur un régime démocratique. Étant au pouvoir, les dirigeants chinois ont la rage de faire ce qui leur est possible en dépit de ce que cela peut coûter éthiquement au peuple. On a conçu le système comme si c'était le bien de la population qui préoccupait le plus, mais in fine, c'est la protection du pouvoir, la pérennité du pouvoir de la minorité sur la majorité. D'après le journaliste Noé Jean-Baptiste, la multiplication de l'usage du numérique dans la vie quotidienne offre de nombreuses possibilités de collecte des données et donc de connaître la vie intime des personnes. Pour lui, le système est fait pour l'encouragement à la délation des chrétiens pratiquant leur foi en dehors de l'Église officielle. Bref, c'est un système de l'amélioration sociale au contrôle des déviants. Il y a aussi détournement des objectifs du numérique à une fin politique. Mais comme c'est un outil, chacun l'utilise comme il veut. L'acuité visuelle du système chinois laisse émerger une problématique d'alliage entre contrôle et liberté évoquée plus haut. Michalis Lianos s'interrogeait déjà sur une possible fusion de contrôle et de liberté, dans un alliage par la médiation des organisations et des institutions qu'on peut volontiers référer au système chinois. Cependant, la liberté n'a pas la même signification partout, elle n'a donc pas un sens univoque. En effet, pour le philosophe Cyril Michon, outre la liberté à l'égard de la contrainte, on doit envisager la liberté à l'égard de la nécessité, requise par la responsabilité morale. En excluant le déterminisme, elle pose le problème d'une conciliation avec la souveraineté divine. Mais cette dernière est par la grâce, la garantie d'une troisième liberté à l'égard du péché et de la misère. Or, dans le système chinois, ce n'est pas une faveur, c'est un devoir au risque de dévier et d'être écarté. Ce n'est donc pas une autonomie, mais une liberté conditionnée qui fait perdre la quintessence de la nature humaine. Aujourd'hui en Chine ou partout ailleurs, le numérique s'impose comme un mécanisme de contrôle automatique. En s'achetant un téléphone cellulaire et en usant de l'Internet, on s'inscrit sans le savoir dans une liste de contrôle d'une manière automatique et permanente, à moins que vos données n'intéressent personne. Nous proposons un autre article qui montre que le cyber est un outil susceptible de déviance. Le cyber, un outil de déviance. L'Obs Monde. En décembre 2016, le gouvernement américain accuse le gouvernement russe de s'être immiscé dans les élections présidentielles par le truchement du cyber, donnant naissance à l'affaire du Russiagate. Le gouvernement américain avait pris à l'encontre de la Russie des mesures diplomatiques les plus importantes depuis la guerre froide. Comment cette ingérence s'est faite ?
C'est ce que nous allons voir dans cet article de Thierry Noisette intitulé « Ingérence, comment la Russie a biaisé la campagne de 2016 au profit de Trump ». L'article est publié le 8 avril 2020 à 8h, mise à jour le 8 avril 2020 à 16h52. L'ingérence russe s'est appuyée sur 3 outils. Des tentatives d'intrusion dans l'infrastructure des systèmes de vote, la diffusion d'emails du Parti démocrate volés par piratage, et une campagne sur les réseaux sociaux. Or ces machines sont vulnérables aux intrusions, les unes se servent de bornes Wi-Fi, les autres opèrent leur mise à jour par des logiciels téléchargés sur Internet. Impossible de s'assurer que sur les milliers de salariés concernés, des entreprises prestataires de ces ordinateurs de vote, aucun ne finisse par cliquer sur le lien d'un mail d'hameçonnage. Le piratage des serveurs informatiques de son parti et des emails de son équipe a permis de collecter des informations compromettantes sur Hillary Clinton. En imitant puis en se cachant derrière Wikileaks, les services russes ont donné à ces accusations une crédibilité instantanée et une plateforme de diffusion internationale. Le 3e volet de l'ingérence russe dans la présidentielle américaine a porté directement sur les électeurs. La propagation, par des comptes créés sous de fausses identités sur les réseaux sociaux, d'une foule de messages de propagande. Elle a été mise en œuvre par une entreprise privée, l'Internet Research Agency, IRA, dirigée par Evgeny Prigozhin, un homme d'affaires proche de Poutine. Publié le 8 avril 2020 à 8h, mise à jour le 8 avril 2020 à 16h52. De cet article, que retenons-nous ? De cet article du journaliste Thierry Noisette, nous retenons que le cyber est susceptible au piratage de contrôle pour nuire à son adversaire politique. D'après Thierry Noisette, l'ingérence russe s'est appuyée sur 3 outils, des tentatives d'intrusion dans l'infrastructure des systèmes de vote, la diffusion d'emails du Parti démocrate volés par piratage, et une campagne sur les réseaux sociaux. Cette ingérence a été possible par des bornes de Wi-Fi et par des logiciels téléchargés sur Internet. Qu'on consente ou non avec le Wi-Fi et le net, des manipulations sont possibles pour contrôler et voler des données à des fins bonnes ou mauvaises. Par exemple, sur votre téléphone, vous recevez ce message de Google. Pour une expérience optimale, activez la localisation de l'appareil qui utilise le service de localisation de Google. Localisation pour retrouver un appareil perdu, oui, mais on se localise soi-même. Avec ces outils, il y a probabilité qu'ils soient orientés pour une action bonne ou une action mauvaise. Or, quand il y a possibilité ou probabilité, on est en face d'un choix qu'il faut opérer en mon âme et conscience, en faisant intervenir la science éthique, mais de quelle éthique du moment où chacun dit avoir son éthique. Le journaliste nous apprend aussi que par des comptes créés sous de fausses identités sur les réseaux sociaux, on peut attenter illégalement à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un afin de nuire à sa notoriété, célébrité et porter atteinte à sa classe sociale ou politique, comme ça a été le cas de Hillary Clinton, candidate démocrate aux élections présidentielles américaines de 2016. Or, ces outils sont évidemment merveilleux comme instruments de travail. Par conséquent, en phase 2, il y a des enjeux contradictoires qui sûrement entraînent contraintes et paradoxes. Que faire ? Y renoncer ? Certes non. Être averti et prendre les mesures anthropocentriques idoines en hiérarchisant les valeurs. Et le problème est-il réglé ? Non, mais face à un tel choix, la tentation est grande chez le fabricant de privilégier l'outil non seulement pour la facilité qu'il favorise dans le travail mais aussi pour le gain économique, reléguant ipso facto l'éthique à la dernière place. C'est exactement ce qui s'est passé avec Facebook les derniers jours du mois d'octobre 2021. Est-ce pour cela que Facebook est devenu Meta ? Nous ne saurons le dire. Nous faisons une combinaison d'extraits d'articles sur le net, pour expliquer ce qui s'est vraiment passé avec cette géante entreprise de communication numérique. Pas une semaine ne passe sans que Facebook fasse les gros titres, et l'entreprise s'en passerait bien. Elle est de nouveau pointée du doigt par un ancien employé pour sa vénalité, au détriment de la sécurité et du bien-être de ses membres. En effet, dans une déclaration sous serment dont des copies ont été remises à plusieurs médias américains, cet accusateur pointe du doigt de nombreuses différences entre les déclarations publiques de Facebook et les décisions prises et assumées en interne. Plusieurs exemples vont dans ce sens, comme la communication faite autour du projet Internet.org. Officiellement,
Il est question de connecter les habitants des pays en développement, tandis que des documents internes révèlent le véritable objectif de la plateforme, à savoir devenir la seule source d'information pour toute une population afin de collecter des données sur des marchés inexploités. Facebook a essayé tant bien que mal d'éteindre cette reprise d'incendie. Un porte-parole a notamment déclaré au Washington Post qu'il n'était pas sérieux de baser un article entier sur une seule et unique source, ajoutant « Oui, nous sommes une entreprise qui fait des bénéfices, mais l'idée même que nous le fassions au détriment de la sécurité ou du bien-être des utilisateurs révèle d'une méconnaissance de nos intérêts commerciaux. » Une déclaration qui rejoint le discours tenu par Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, quelques jours après le passage de Frances Haugen, un lanceur d'alerte, dans l'émission 60 minutes de la chaîne CBS. Mais nous pouvons nous tromper si nous catégorisons toutes les entreprises. Dans un article d'Agnès Pinard-Légy intitulé « Ce patron milliardaire que l'argent n'intéresse pas » dans Aletheia, fr.aletheia.org, publié le 29/10/2021, on nous apprend qu'il y a un patron qui n'est pas trop conditionné par l'argent. La journaliste fait une relecture d'une interview que le patron de Moderna a accordée aux Parisiens. En effet, le patron français de Moderna, Stéphane Bancel, pionnier de l'ARN messager, est devenu milliardaire à la faveur du coronavirus. Dans un entretien accordé aux Parisiens, il assure que l'argent ne l'a jamais intéressé et qu'il envisage de donner l'essentiel de sa fortune à des associations ou des œuvres. À la tête de Moderna, l'un des laboratoires à avoir développé un vaccin contre le Covid-19, le Français Stéphane Bancel a vu sa fortune passer de 460 millions de dollars à 10,7 milliards, d'après le Bloomberg Billionaires Index. Un montant qu'il ne compte pas léguer entièrement à ses enfants, a-t-il indiqué dans une interview accordée aux Parisiens. Avec mon épouse, on compte donner l'essentiel, a-t-il indiqué. Nos enfants le savent, on leur a dit. On vous paye vos études, on vous léguera une maison familiale, à vous de vous débrouiller ensuite. En somme, nous pouvons dire que quand généralement l'argent va, tout va bien pour une entreprise. Et l'envie est grande de ne pas se soucier de l'impact éthique sur ses ouvriers et ses clients. Face à l'usage d'un outil qui donne un résultat extraordinaire, une conscience doit être de mire pour mettre l'homme à sa digne place. Le dernier article que nous proposons est de Christophe Châtelot. Projet Pegasus. Au Togo, les opposants au président Gnassingbé surveillés comme des criminels, par Christophe Châtelot. Publié le 23 juillet 2021 à 15h35, mise à jour le 28 juillet 2021 à 11h20. Enquête. Plus de 300 numéros togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus. Le Togo est l'un des pays africains les plus proches de l'État hébreu. Professeur en médecine, respectable spécialiste en chirurgie viscérale, David Ekwe-Dossé n'a rien du dangereux terroriste sahélien ni du mafieux international contre lequel il faudrait user d'armes formatées pour lutter contre ces deux fléaux. S'il peut être considéré comme acteur d'une affaire sensible pour les autorités de son pays, c'est uniquement en raison de son militantisme en faveur de l'alternance démocratique au Togo. Un sujet d'une actualité pour le moins récurrente dans ce petit État riverain du golfe de Guinée, dirigé depuis 56 ans par la même famille. Tout d'abord, il y eut Gnassingbé Eyadema, ancien soldat de la coloniale, catapulté en 1967 à la tête de l'État à la faveur d'un putsch, auquel succéda son fils, Faure Gnassingbé, 55 ans, solidement accroché au pouvoir depuis la mort du père en 2005. Ce 14 juillet 2021, David Ekwe-Dossé, 52 ans, également syndicaliste, revient d'ailleurs de Cotonou, au Bénin voisin, où il a participé, aux côtés de 150 délégués d'organisations ouest-africaines de la société civile, à un sommet citoyen sur la bonne gouvernance, la démocratie et l'alternance. Son dernier cheval de bataille, convaincre la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, de poser comme principe intangible la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels qu'une même personne peut exercer. Au nom de ces mêmes principes, David Ekwe-Dossé a lancé, il y a quelques années déjà, la plateforme citoyenne Togo Debout, qui a pris part en 2017 et en 2018 au vaste mouvement de protestation qu'ont connu les rues de Lomé et d'autres villes du pays pour demander, en vain, le départ du président Faure et l'organisation d'élections transparentes. Résigné face au risque.
C'est également à cette période que le numéro de téléphone de ce militant pacifique de la cause humaniste a été sélectionné comme une cible du logiciel espion Pegasus, aux côtés de plus de 300 autres numéros togolais appartenant notamment à d'autres militants, des journalistes ou des opposants politiques. Ces données, consultées par Amnesty International et Forbidden Stories, une organisation basée à Paris qui se consacre à la poursuite du travail de journalistes assassinés ou menacés, ont été partagées avec 16 médias dont Le Monde. Le Togo est loin d'être le seul État à avoir acheté à la société israélienne NSO le logiciel espion Pegasus, originellement destiné à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'examen de plus de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par plusieurs clients de NSO Group en vue d'un potentiel piratage a ainsi permis d'éclairer l'utilisation qu'en font une dizaine d'autres pays, parmi lesquels, sur le continent africain, le Rwanda. Que dire suite à la lecture de cet article qui porte un regard sur un médecin togolais engagé, comme tout intellectuel devrait l'être, mais qui est ciblé par les hommes du pouvoir comme un dangereux. D'emblée, une réaction à chaud chez ceux qui connaissent l'hymne du Togo diront que cette façon de procéder va à l'encontre de la lettre et l'esprit voire de l'éthique de fraternité subséquente de l'hymne national togolaise qui appelle à bâtir ensemble la cité. Togolais, viens bâtissons la cité. Dans l'unité nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir, clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. Dans la situation que traverse le Togo, nous nous demandions déjà si la fraternité universelle et l'amitié sociale que prône Fratelli Tutti peuvent apporter quelque chose à sa situation sociopolitique. Il y a longtemps que nous nous disions sans aucune insolence que notre devise travail, liberté, patrie devrait être renversée, non dans ses principes mais dans la chronologie de ses commandements. Car il n'y a pas de travail ni de liberté véritable s'il ne repose pas sur l'affirmation claire, nette et sans discussion possible qu'appartenir à une même patrie, valoriser la fraternité nationale, aimer être togolais ensemble avant nos différentes ambitions, passe avant tout. Faute de quoi le travail, qui devrait être facteur de développement, deviendrait source de conflits, de rivalité et de stratégies de destruction mutuelle, à tel point que seule la minorité qui dispose de moyens résiste et s'approprie tout en défaveur d'une majorité qui croupit dans la misère sous toutes ses formes et qui deviendrait indifférente, démotivée, soumise à des situations inhumaines. Ici, la technoscience est détournée de sa vraie mission pour être utilisée à des fins politiques divisant une population désireuse de vivre ensemble et travailler pour construire sa nation. Pourquoi le constructeur accepte une telle métamorphose de la mission dédiée de son outil et de sa première intention droite? L'homme reste susceptible de détournement d'une intention bonne à une mauvaise, certainement par intérêt. Car il y a des manœuvres de coopération entre la sociotechnologie et l'économie. Quand ce lien s'opère et devient très fort, il n'y a plus de place à l'éthique de valorisation de l'humanum face surtout à des techniciens et à des politiques schizophréno-psychopathes. Tout cela pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Comment le comprendre? Quelle stratégie pour le corriger? Cet outil-là n'incite pas à surmonter la peur primitive de l'altérité, au contraire, il la favorise énormément. Son usage malsain conduit certes à redéfinir l'autre pour le redouter mais aussi à un enfermement narcissique sur soi, à tout égocentrisme. En définitive, la sociotechnologie telle que déployée aujourd'hui donne des difficultés à définir l'altérité dans le contexte du vivre ensemble et de la cohésion. Elle favorise plutôt une altérité de méfiance et de soupçon d'intentions mauvaises. Cette altérité qui devrait s'inscrire dans la visée éthique comprise comme visée de la vie bonne avec pour autrui, dans des institutions justes. Confère Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, édition du Seuil, 14-3 1990. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.